Thibault. Fait qu'on continue à être dans le mode fiction, fantasy, tout ce qui est aussi l'univers artistique, mais en lien avec les épées, le combat, etc. Fait qu'on peut s'amuser sur différents sujets, que ce soit justement les trucs comme Donjons Dragons, les films, les jeux de rôle, le grandeur nature et autres idées. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on avait un peu évoqué lors de nos premières chroniques, qui est l'épée tronçonneuse, cette arme iconique dans Warhammer 40 000, mais qui existe sous différentes variantes dans d'autres univers de science-fiction, dont je ne suis pas aussi nerd que Warhammer 40 000. C'est moi qui vais avoir le devoir d'en parler du coup dans le contexte. Ouais, je pense que ça va t'appartenir parce que tu vas sortir de mon intérêt restreint. L'épée tronçonneuse. Déjà, on va faire un petit disclaimer. Cette chronique ne sous-entend pas que c'est une arme qui est possible ou réaliste, bien qu'on manque probablement des compétences en ingénierie pour l'affirmer. Réalisable dans un futur proche, on va dire. C'est ça. En tout cas, ça ne nous fait pas de sens ni en termes d'utilité et ni en termes de réalisme, mais ça reste que c'est cool. Fait qu'on va un peu avoir une discussion du point de vue narratif de cette arme-là, en imaginant que le concept de base serait possible, que ce serait pas une arme qui jammerait à la première occasion dans du tissu ou autre, ou la moindre pièce d'armure, puis qu'en premier lieu, elle pourrait se rendre au combat sans que son porteur soit abattu assez immédiatement. Ou mort d'épuisement. Ou mort d'épuisement, parce que ce serait pas nécessairement des armes très légères pour autant. Quoique, ça c'est encore discutable. Mon expérience étant avec une tronçonneuse normale, mais il y aurait de quoi à faire, je pense. En fait, déjà, quand tu regardes les tronçonneuses électriques maintenant qui ont commencé à sortir, les plus petites, commencent à rentrer dans un format. Elles ont peut-être pas le torque d'une grosse tronçonneuse à essence, mais... C'est probablement suffisant pour faire ce qu'on a en tête quand on pense à une épée tronçonneuse. Probablement, ouais. Puis c'est pertinent aussi. Puis l'autre élément, en fait, c'est que c'est sûr qu'on prend pour acquis que si une épée tronçonneuse existe, c'est dans un futur où cette technologie-là peut être développée. Vaut la peine d'être développée. Et vaut la peine de développer, mais mettons, on va juste se contenter de la partie qu'elle existe. Probablement que ça veut dire que la technologie a permis de miniaturiser certaines composantes importantes, comme dans Warhammer. Certaines des épées tronçonneuses sont sous-entendues comme genre une pile atomique ou une forme de mini-centrale à fusion qui font qu'ils peuvent y aller indéfiniment. On parlera pas des armes tronçonneuses des orques, que c'est littéralement genre quasiment un mini-moteur de char. C'est de l'essence et beaucoup de croyances. Ouais, c'est ça. Ça fait encore moins de sens. Mais c'est ça, sauf qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on prend l'idée qu'on peut faire une poignée intéressante sur une épée tronçonneuse, ce serait prendre lourde, mais surprenamment balancée quand même, parce que si tu y penses vraiment, puis tu prends une tronçonneuse entre tes mains, c'est fait pour être utilisé à deux mains, mais en effet, tout le poids est vraiment au niveau de où tu tiens tes mains. Oui, il est pas mal un petit peu au-dessus, tout dépend de l'endroit où le moteur s'installe et comment le c'est installé. Puis dans le contexte d'une tronçonneuse que c'est à deux mains, en fait, c'est que tu as une main par-dessus le moteur pour la poignée de devant, puis tu as la main qui actionne la détente, puis dans le fond, ces deux mains-là font un peu les deux extrêmes. Ouais. Du bloc moteur. Fait qu'en fait, ta lame en avant, elle pèse rien, comparé. Oui, oui, absolument. Donc, on pourrait supposer qu'avec une technologie futuriste, l'épée tronçonneuse pourrait être quand même peut-être relativement équilibrée comme arme. Mais encore là, ça reste que souvent, ce qu'on le voit dans les médias, c'est un peu comme une forme de sabre, souvent avec un seul tranchant, parce qu'on veut éviter de se toucher soi-même avec ça, vu que ça prend pas beaucoup d'impact pour avoir des conséquences. Donc, à partir de là, si on y va comme un sabre, on peut quand même y aller avec des mouvements aussi qui sont faits pour justement descendre en coupant. Tout ça, donc des actions un peu plus en rotation, tout ça, puis assumer que l'arme a une partie de son travail à faire une fois qu'elle touche. Ouais, surtout dans l'optique où une tronçonneuse reste une tronçonneuse, donc ça va découper en arrachant la matière plus qu'en la séparant avec une épée classique. Donc, ça fait toujours une image qui est probablement plus effrayante aussi qu'un sabre habituel. Si on reste dans l'optique d'une lame à simple tranchant. Mais tu sais, si on se met dans le point de vue, dans l'univers, mettons de Warhammer 40 000, pas mal les armes associées avec l'épée tronçonneuse, c'est le bolter qu'on peut voir des Space Marines ou d'autres organisations avoir. Puis c'est des armes généralement qui ont autant de valeur de dégâts, d'impact en combat qu'une valeur psychologique. En fait. Ouais, c'est une pure arme d'intimidation. Non, c'est ça, parce que c'est toi qui disais ça dans une conversation précédente, mais imagine que tu es dans ta formation avec tes collègues de travail, quand tout d'un coup, un maniaque saute dans la tranchée avec l'arme tronçonneuse, puis la rentre dans le crâne ou dans la clavicule de ton collègue, puis que pendant une bonne demi-seconde plus long qu'un coup d'épée devrait durer, ça jute de partout avec des éclats d'organes et d'os, ça doit pas être... Il y a ces cris d'agonie, il serpent à la tranchée en rouge jusqu'à ce que l'opposant en question soit juste une nouvelle cible, de préférence pas toi. Ouais. Et malheureusement, on sait que tes parents prochains c'était assez proche pour constater cet événement-là. Puis quand on y pense, ça aurait du sens au niveau de dire si on voulait développer cette arme-là comme arme d'intimidation dans un contexte où ça arriverait, parce que on fait rien que penser l'impact que ça a sur les gens, justement, dans tous les médias, les films, etc. Juste voir l'impact que la tronçonneuse en elle-même a eu sur la culture populaire.
Oui, parce que ben, ça, les films d'horreur à ce sujet-là, Absolument. dont un titré Massacre à la tronçonneuse, c'est assez évident. Mais aussi, si on parle en environnement de travail, tous les risques associés avec cet arme-là, cet outil-là, que toutes les protections qu'on doit porter pour s'assurer de s'en prémunir, puis la quantité d'accidents de travail atroces et quand même généralement pas très chic que ça peut donner, on peut supposer que ça avait un impact qui serait décent, utilisé dans un but malicieux. Dans le pire des cas, sans être une arme, littéralement, on le voit dans un paquet d'autres médias, des armes tronçonneuses sont utilisées comme outils aussi, faut pas. Puis, ça peut facilement être, tout dépendant de la manière dont l'arme est foutue. On s'entend si c'est juste une épée, pour une arme antipersonnelle, on n'ira peut-être pas dans cet aspect-là. Mais avec une arme tronçonneuse, c'est vu dans beaucoup de trucs de science-fiction comme Breaching Tool. Plutôt que d'être utilisé, au final ça peut être utilisé contre des gens aussi, là. Mais quand tu es capable de défoncer une porte, je pense que tu es capable d'ouvrir un être humain. Ouais, Un minimum armuré au final. Ben, c'est un peu comme le bélier de la SWAT pour défoncer une porte. C'est pas idéal pour frapper quelqu'un avec parce que c'est supposé être manié à deux, mais ça reste si tu réussis à enlever un coup dans la porte de quelqu'un, ça se peut que la personne recule, là, puis qu'elle ait des petits problèmes de respiration après. Mais non, c'est sûr. Puis souvent aussi, si tu vas l'avoir, mettons, ça c'est plus ton domaine d'expertise, je vais dire même, en tout cas par rapport à moi. Tu passes ces outils tronçonneuses-là comme outils industriels ou de combat sur des mechas ou des grosses machines. Bien entendu, ça peut servir contre quelqu'un, mais ça va être un peu manœuvrable pour aller sur des sites plus petits, mais justement endommager des infrastructures ou etc. ou d'autres appareils du même genre, ça peut être imaginé aussi. Mais c'est pour ça qu'en fait, on voit dans d'autres. Parce qu'on a parlé beaucoup de Warhammer, parce que c'est pas mal dans cet univers-là que l'arme tronçonneuse, sous la forme d'une épée majoritairement, est la plus iconique. Mais il y a beaucoup d'autres histoires où justement, c'est pas à aussi petite échelle, mais comme tu l'as mentionné, au niveau des mechas ou de tout ce qui est le combat mécanisé dans ces univers-là, que ce soit, c'est utilisé, si je me trompe pas, dans beaucoup d'animés avec des mechas, au lieu d'utiliser une vibrolame ou essentiellement un sabre laser, qui est si emblématique chez Gundam, ils vont avec l'aspect de justement une espèce de gigantesque une espèce de thermotronçonneuse où ça va autant faire fondre le blindage que le déchirer au final. Dans le fond, ils vont affaiblir la structure du métal avant qu'il y ait dedans. Exact. Okay. Je pense que c'est comme ça dans le pire des cas. Je me tromperais, mais selon toute logique, j'ai vu ça notamment dans la franchise Armored Core, où c'est un jeu qui est complètement construit autour du combat de mecha, où il y a certaines des armes de mêlée qui sont assez absurdes. Tu vas du pile driver comme une espèce de marteau piqueur à coup unique où tu rentres dedans et tu défonces le cockpit avec, justement une espèce de tronçonneuse thermique. Oh oui, c'est brutal comme univers quand même. Ouais, c'est marteau piqueur militarisé, c'est quand même. Ouais, c'est littéralement une espèce de gros mécanisme à pression qui montait sur le bras du truc avec un autre bras qui. C'est comme une espèce de système hydraulique qu'à l'impact, tu donnes ton coup, ça enclenche, ça fait comme le gros pieu qui est littéralement fait pour soit péter un mur ou le cockpit de préférence. Mais moi, je veux revenir sur ce que tu as jasé, la thermotronçonneuse, avec l'idée que dans le fond, il y a un phénomène de chaleur qui va affecter la stabilité de la cible, on va dire, en faisant fondre tout ça, ce qui va rendre plus facile le travail, de trancher du métal, par exemple, ou autres matériaux de sci-fi très résistants, tout ça. Parce qu'on s'entend, ultimement, c'est tout le temps l'enjeu réel. Si on questionne l'existence, parce que tantôt, on va parler de comment on pourrait utiliser une arme tronçonneuse du moment qu'on s'est entendu sur l'idée que ça se peut. Mais l'enjeu tout le temps qu'on a de l'idée d'une arme tronçonneuse, c'est le côté... Pourquoi? Ben, ça, on a décidé que ça existait. Parce que, je veux dire, on peut parler des idées de qu'est-ce qui pourrait faire que ça fonctionne quand même, logiquement. Mais tu sais, on s'entend qu'a priori, mettons, on a une raison que ça existe, à partir de là, comment? Ouais. Ben, le vrai enjeu, c'est qu'une épée, déjà, de base, dans la vraie vie, c'était pas une très bonne arme contre les armures. Absolument. Puis une arme tronçonneuse, ben une tronçonneuse en général, tu sais, si on en parle aujourd'hui en milieu du travail, etc., ben porter des pantalons faits pour ça va jammer la lame. Puis je dis, moi, personnellement, pour avoir travaillé pour avoir la tronçonneuse, c'est pas toujours de façon intelligente. Ça fait de porter des chaps, en fait, des espèces de gros pantalons qui le bloquent immédiatement, en fait. Pour avoir, tu sais, faites pas ça à la maison, mais pour avoir travaillé très souvent et quasiment tout le temps en jeans avec une tronçonneuse, je me suis déjà foutu un coup dans la jambe. J'avais heureusement lâché la détente à ce moment-là, fait que la tronçonneuse n'était pas à sa pleine puissance. Mais essentiellement, le bord du jeans, c'est rempli de jeans, puis la tronçonneuse, j'ai dû la désassembler pour enlever les vêtements. Et dans les lames. Parce qu'elle était grippée, elle fonctionnait plus. Donc, puis j'ai déjà accroché une corde sur un arbre que je coupais avec quelqu'un, tu sais, il y avait genre des gens qui avaient enroulé de la corde, puis elle était tellement vieille que je la voyais pas au travers de toute la boîte qu'il y avait sur l'arbre dans cette année-là. C'était un arbre pourri que je devais avoir. Puis quand la lame a touché la corde a rentré dedans, puis il a jamais, j'ai dû désassembler, sortir la corde. Il y a des gens qui sont morts à cause de cordes comme ça, d'ailleurs. Oui. mais bref, fait que, tout ça pour dire que la tronçonneuse est donc, du moment qu'elle rencontre autre chose que quelque chose de
fibreux, mais en tout cas, je sais pas comment dire. Fait que genre vraiment de la chair, de l'os, du bois. Ouais. Autrement, couper du bois à la base, donc oui. elle mord et elle va jammer très facilement. Ouais. Donc là, tu te dis, je vais utiliser une tronçonneuse contre une armure. Fait que moi, je vois deux scénarios. Si je prends une tronçonneuse puis que je frappe une portière de char ou une full plate de chevalier, ce que j'imagine, si j'accroche pas une arête ou quelque chose, ben, elle va essentiellement rebondir dessus puis faire un paquet d'étincelles puis tout ça, puis éventuellement peut-être dans le cas d'un outil qui n'est pas fait pour l'usage militaire, peut-être éventuellement que ma chaîne va péter, puis là, je vais manger une chaîne fracturée d'en face, ce qui est gênant dans le cas d'une épée tronçonneuse. Mais ultimement, le point, c'est que ça sert à rien. Ouais. Contre une armure, au même titre qu'une épée, c'est pas vraiment efficace. L'épée, tu vas vouloir aller chercher des jonctions dans l'armure. Mais là, si on a une arme tronçonneuse, ben, ou tu sais, dans le cas de Gundam, je veux dire, elle est faite pour ça, ils ont la réponse de. C'est Gundam, je pense, en tout cas, la thermotronçonneuse qui va venir faire. Ben, je sais pas si c'est dans Gundam, parce qu'on s'entend, il y a tellement d'animés de mecha qui ont utilisé différentes armes de mêlée, même si je pense que Gundam est plus connu de façon emblématique pour le Beam Saber, qui est essentiellement un sabre laser. Mais la référence de la thermotronçonneuse était pas mal plus au niveau d'Armored Core, parce que tu vois le modèle en jeu, c'est une espèce de gigantesque tronçonneuse avec les lames qui sont limite chauffées à blanc, là, qui fait plein d'étincelles partout. Mais ça, tu sais, eux autres, ils ont décidé de. Bon, rendu là, est-ce que tu n'aurais pas pu juste faire une arme qui, par chaleur, tranche l'armure, tu sais, c'est juste pour le rule of cool. Mais au moins, ils ont adressé comment une arme tronçonneuse pourrait mordre du blindage et passer au travers. Parce qu'au final, si on en revient au même problème, l'adversaire a un minimum d'armure ou de protection, ou même justement du tissu très résistant, tout ça, ben ta tronçonneuse mord dedans, c'est fini. Fait qu'il faut donc, si on veut qu'une arme tronçonneuse puisse exister, accepter l'idée que l'arme tronçonneuse a un système pour traverser l'armure de manière ou d'une autre. Dans Warhammer, a priori, ils vont utiliser l'argument que les armes sont dans une espèce de diamantine super tranchante et quasi indestructible. Ouais, avec leur lame monomoléculaire et tout ça. Fait que ça coupe assez bien qu'en général, même si ça mord, ça va ronger au travers, puis sans briser, sans trop se désaffûter. Donc, ok, bon, on peut imaginer que ça fonctionne. Mais même dans le nord de Warhammer, il y a tout le temps de cas plus gros qui existe, ce qui veut dire qu'à un moment donné, cette épée tronçonneuse-là va rencontrer quelque chose qui va pas se faire couper par ça. Mais ça bloque souvent, dans les livres, c'est souvent décrit que ça bloquait sur la céramide et des trucs comme ça. Ça. Donc, comment que l'arme fait pour pas se briser ou pas être arrachée des mains de son porteur ou pas jammer de façon problématique à un plus haut niveau que juste puis là tu leur décolles puis tu en frappes ailleurs. Donc là, on pourrait imaginer qu'il y a un système, je sens que les dents sont rétractées à l'intérieur du châssis, quand ça, à partir d'une avec une certaine tension, c'est comme une espèce de spring ou quelque chose qui fait juste que ça se referme. Que ça rentre dedans, ce qui fait que ton arme ne jamme pas, tes dents continuent à tourner à l'intérieur du châssis à chaque fois qu'il rencontre ça. Puis là, c'est millimétré, mais pas millimétré, mais en tout cas, c'est à la microseconde que tu as un ordinateur à l'intérieur, quelque chose qui le ressent, ou juste quelque chose dans le tensionneur mécanique. Mais c'est ça. Fait que du moment où on imagine que ça se peut, parce que tout ça fait beaucoup de si, du coup. C'est ça. Mais du moment où on assume que tous ces si sont faits, que Paris est bel et bien mis en bouteille et que l'épée tronçonneuse se peut, à partir de là, on va arriver dans le sujet qui est peut-être plus intéressant pour le côté justement narratif, fictif. Comment on se bat avec cette affaire-là? Ouais, c'est ça. Parce que c'est bien cool de dire je te frappe avec ça. Dans l'essence, si j'ai juste quelqu'un devant moi que je donne un coup d'en face, ça marche, mais en ce cas-là, une tronçonneuse forestière fait le job aussi. Oui. Puis un bat de baseball aussi. Et en fait, à peu près n'importe quoi. Ça peut aller du bout de bois au bat de baseball ou à peu près n'importe quoi que tu peux utiliser pour taper sur la tête à quelqu'un avec. À partir du moment où on dit donc qu'on a une arme, il va y avoir un système de combat qui va se développer, il va y avoir des techniques, il va y avoir justement une forme d'escrime d'arts martiaux, surtout mettons si on prend le contexte d'un univers comme Warhammer, où la guerre, le monde dit assez dans cet univers-là, a une certaine présence. Et donc, comment on se bat avec ça? Parce que là, c'est pas juste de dire je prends mon arme, je frappe dans la face, puis la personne tombe. L'adversaire risque d'avoir une arme, peut-être même une arme tronçonneuse, etc. risque d'avoir autre chose. Fait que là, il va falloir qu'il développe un système de combat. Puis, ben, le fait qu'on a une arme motorisée, le fait qu'on a plusieurs éléments, ça veut dire que ça sera pas aussi simple que de frapper avec la batte de baseball, une épée, une masse, une hache ou autre. Il va avoir ses propres interactions. Puis là, c'est là que c'est cool de stipuler. Ce serait quoi le système de combat qu'on aurait avec une arme tronçonneuse? Ben, le simple fait qu'étant une tronçonneuse, c'est une arme qui mord. Quand tu vas donner ton coup, si ça mord dans ta cible, c'est un truc à prendre en compte et qui va être vraiment très, très important, on veut pas. Sinon, plutôt que ce qu'on a l'image qu'on a plus classique avec un sabre, avec une épée où tu vas donner ton coup, tu peux potentiellement plus facilement te retirer, armer un autre truc ou continuer sur un estoc ou continuer vers une autre frappe. À partir du moment où ta lame est entre guillemets mordu sur ta cible, bah, probablement que ça va être un élément majeur d'un échange à l'arme tronçonneuse, soit d'être capable d'aller atteindre ce moment-là où la lame a mordu, elle est accrochée sur sa cible. Puis après, tu décides de la laisser là. Oui. Parce qu'en effet, parce qu'un des enjeux qu'on peut en parler, là, si on va plus dans le côté technique ou la tranche à l'épée, puis on voit, mettons, les gens qui font différents arts martiaux avec le katana vont avoir des compétitions de coupe de tatami, puis on le voit de plus en plus dans le milieu des arts martiaux historiques européens aussi. Trancher,
Tu sais, blesser quelqu'un qui est une arme tranchante, c'est pas si dur que ça. Ça reste un bout de métal qu'on swing sur une partie du corps, fait que de base, c'est pas agréable comme expérience. Puis deuxièmement, le tranchant fait que si t'es à peu près dessus, tu vas faire du dégât. C'est ça. Mais avoir une vraie bonne coupe qui va faire du dégât catastrophique, ça prend un petit peu plus de compétences. Puis un élément que je trouve intéressant potentiellement à l'arme tronçonneuse, puis si on met dans l'univers de Warhammer dans un contexte militaire, c'est que souvent on veut des armes qui vont être simples à utiliser. Ou du moins qui vont donner des résultats faciles à voir. Puis si on y pense, l'idée de l'épée tronçonneuse, que le soldat moyen sera surtout dans une guerre avec des guns, même si on imagine qu'à un moment donné ça dégénère en mêlée, comme sur les batailles napoléoniennes ou autres. Surtout quand tu regardes dans Warhammer, ça finit très souvent dans les guerres de tranchées, les conflits comme ça. Donc... Mais c'est ça, donc tu veux une arme en fait qui va être facile à utiliser, puis l'ennemi moyen sera pas nécessairement super compétent comme esquimant, tu sais, même dans l'histoire réelle, les fantassins qui se rentraient dedans en mêlée avaient des bases de combat au sabre, etc. Mais c'était pas des. Ils étaient loin des c'est pas des duellistes ou des combattants d'expérience. C'est ça, c'était pas des maîtres d'arts martiaux. Donc, l'épée tronçonneuse a ça d'intéressant que, généralement, si, admettons, tu prends une épée, une main ou un sabre, puis tu frappes dans un manteau d'uniforme comme les Redcoats anglais ou autre, c'était dur d'avoir une coupe qui passait au travers de ça. Fait que là, il fallait qu'ils apprennent à viser les mains, le visage, ou qu'on leur donne des armes ou ce qu'ils se donnent peut-être de plus en plus à faire de l'estoc pour pouvoir traverser ça. Mais là, l'arme tronçonneuse qui peut traverser ça, puis qu'en plus... Là, ça va déchirer, en fait, à peu près toutes les couches de défense, si ça est vraiment fait pour ça. Hein. Ça va passer au travers, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la qualité de ta coupe ou de ton coup est putain importante. Parce que du moment que les dents, même si t'arrives un peu dans le langue, du moment que les dents vont pogner dedans... Elles vont pas se réaligner d'elles-mêmes, en fait. Ou dans tous les cas, tu tournes ton poignet et le reste vers ça. Parce que t'as pas besoin de soigner une épée tronçonneuse. T'as besoin de la rendre à destination. En fait, t'es rendu au stade que tu vas donner des coups rapidement pour rendre ton arme à la cible, avant que la cible ait le temps de réagir. Donc d'être assez rapide, tout ça. Mais le vrai dégât de l'arme... c'est à partir du moment où il commence à mordre. C'est son effet mécanique. Bien entendu, ça risque d'être assez lourd, tout ça, puis d'avoir des dents pointues en partant que si ça frappe, même pas activé, ça risque de faire du bon dégât pareil, mais ça va être plus comme un bat de baseball avec des clous que comme une épée. Mais ça reste que ça, dans un côté militaire de base, quand on dit on veut offrir une arme qui va être un peu no-brainer à utiliser, que le soldat va pouvoir faire son effort avec. Loin de dire que tous les soldats dans Warhammer ont des épées tronçonneuses, mais l'arme est assez commune. Tu te dis, si j'ai ça, ça a un impact psychologique important. Deux, visiblement, c'est assez robuste pour exister en premier lieu, donc ça va être une arme qui va être. Puis tu sais, dire si elle peut trancher au travers de l'armure sans se briser, sans que la chaîne pète, tout ça, on tient quelque chose de fait solide. Oui. Donc c'est une arme qui va être capable de résister à une relative incompétence de son utilisateur et de causer des dégâts quand même catastrophiques malgré une relative incompétence de son utilisateur. Fait que ça, c'est intéressant parce que l'aspect, si on touche. La chose en face de nous a des chances assez élevées de mourir. Oui, puis là, si on se bat contre un ennemi plus conventionnel, par exemple dans Warhammer contre d'autres humains, etc., ou sinon des extraterrestres qui ont un minimum une philosophie plus développée que genre WAG, puis on tire partout, puis ça explose, c'est cool, genre des Eldar, des tours, etc., ben on a un effet psychologique probablement intéressant aussi sur l'adversaire, parce que d'un coup tu viens de voir Bobby, ton ami d'enfance, se faire fendre en deux, puis voler en jus en éclat, puis probablement que ça t'affecte. Soit tu vas focaliser au bout sur le gars qui vient de le tuer, tu vas oublier le reste parce que t'es comme Bobby, non! Ou inversement, ben tu vas être comme oh mon dieu, j'ai du sang qui revole partout, ça me stresse beaucoup. Fait que. Est-ce que vous en état de panique en fait? C'est ça. D'une manière ou d'une autre, en fait, ça va créer des opportunités tactiques pour les autres soldats autour qui ont un équipement différent, par exemple. Fait que ça, déjà, je le verrais comme de quoi que c'est un outil qui peut avoir beaucoup d'impact. Qui par lui-même, s'il n'y a pas un très bon entraînement, là, on arrivera plus tard dans le côté justement duel, arts martiaux, tout ça, mais dans un côté champ de bataille, qu'on veut des armes qui font leur job. Tout ça, on peut imaginer que ça pourrait être la fonction C. Elle va attirer l'attention. C'est comme je l'appelle quand je jouais au jeu de table de figurines de Warhammer 40 000. Je gagnais souvent mes games avec ma garde impériale parce que j'avais un Ben Blade, qui est le super gros char d'assaut. Tu sais de quoi on parle? Oh oui, absolument. Tu sais, c'est un char d'assaut qui est absolument impossible dans la vraie vie. Là. Il calerait 3 mètres dans la boîte parce qu'il est tellement lourd. Mais dans le jeu, ce char-là était tellement puissant. C'est le genre de blindé qui fait passer le mouse comme. Ouais, c'est ça, c'est tout. comme une smart. Toutes les armes, les Wonder Weapons allemandes ont l'air quasiment des conneries à côté de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le tank était fort. Mais j'avais pas le temps de l'utiliser. Il se faisait oblitérer dès le début parce que c'est ça qui se faisait. Il était quand même trop fait fort pour se faire oblitérer en un tour, mais ça restait qu'une grosse partie des joueurs, c'est qu'ils le voyaient, ils paniquaient, puis ils se mettaient à concentrer toutes leurs armes sérieuses dessus. Puis ça, pendant qu'ils faisaient ça, ben, ça ouvrait le chemin, tu puisses faire d'autres choses autour. Tout le reste de mon armée agissait, donc ça m'ouvrait une opportunité tactique. Je vois la tronçonneuse de même aussi, c'est que tu utilises ça. Tu sais, même imagine dans un contexte moderne, t'as des terroristes qui rentrent chez toi, font une prise d'otage, puis t'en chaînes ça un avec une tronçonneuse commerciale bien normale. ça se peut que tout d'un coup la tension soit sur toi. Toi, t'aimes peut-être pas ça, mais imagine que là, t'as un soldat entraîné, tu sais que c'est ta job, t'es comme le spécialiste d'armes, ou juste le soldat dans le squad, que c'est sa job de faire vraiment mal à quelqu'un, puis tout ça, pour attirer l'attention. Mais ça fait que si la squad est en train de dire, OK, quand l'attention va vers lui, c'est là
on sort, on agit, tout ça. Mais c'est un peu comme genre agir immédiatement après une flashbang. Agir immédiatement quand la police crie police en hurlant en rentrant dans un bâtiment. Souvent, ça a tendance à geler les gens. Puis là, ils peuvent rentrer. Ben, la tronçonneuse peut avoir cet intérêt tactique-là. Donc, c'est une bonne arme pour gagner? Peut-être pas. Mais dans un contexte militaire, dans un univers où on s'est dit ça se peut puis ça existe. C'est ça, où la technologie est mise en place. C'est ça, parce que dans la vraie vie, je veux dire, on a plein d'autres manières d'accomplir ça. J'ai déjà donné quelques vagues exemples, genre une flashbang. Mais ça reste qu'on a un outil qui est solide, robuste, qui peut en plus servir littéralement d'outil, qui peut faire sa job, puis qui va avoir un impact psychologique sur l'ennemi, puis qui va clairement envoyer le message que vous n'êtes pas nécessairement des good guys, fait que craignez-nous. Puis ça peut ouvrir tout ça. Fait qu'on peut quand même imaginer, puis les blessures vont être là. On s'entend, si tu as mordu la tronçonneuse dans quelqu'un, ça se passe. Là. On peut se référer aux blessures de tronçonneuse dans notre monde à nous. Puis on peut imaginer qu'une arme tronçonneuse militaire est pire. Donc, je veux dire, c'était chanceux que tu t'es fait démembrer, en fait, mais si ça rentre dans le corps quelque chose. Ça risque de faire son petit bout de chemin et la sortir de l'autre côté. Parce que je pensais à ça aussi quand on voit les tronçonneuses réelles. Par exemple, la manière dont les dents de la tronçonneuse seraient faites de façon vraiment différente. Ouais. Parce qu'une tronçonneuse moderne, de ce que j'ai vu, c'est un peu plus que. Pas comme un crochet, mais sont moins tranchantes pour justement, comme scoop la matière. Ben, c'est quand même en fait plutôt tranchant. Quand tu as la tronçonneuse, tu as affûté comme il faut, tu donnes une claque dessus et tu vas t'ouvrir la main. Okay. Mais oui, ça reste que dans l'idée, la dent c'est une chaîne sur laquelle il y a une petite, quelque chose qui est quasiment carré ou rectangulaire avec un angle tranchant dedans. Puis essentiellement, ça mord, mais le tranchant active le début de la morsure pour que le reste passe au travers. Mais je veux dire, une tronçonneuse qui est. Ben dans Warhammer 40 000, c'est ça qu'on voit en tout cas. Oui, c'est littéralement des lames quasiment triangulaires, des crochets ou des vaguelettes, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment, on parle vraiment comme des mini couteaux quasiment tout le long. Je pense que ça réglerait pas mal aussi sur le côté de la tranche en elle-même. Là. Ça ferait quelque chose de beaucoup plus dévastateur potentiellement aussi. Ouais, c'est ça. Ça serait pas mutilateur au sens que c'est pas fait pour trancher, donc ça mord et ça déchire dégueulassement. Mais en plus de mordre et de déchirer dégueulassement, ça trancherait aussi net sur le début de l'action, puis ça ouvrirait le passage au reste de la blessure. Fait que, on peut imaginer qu'en termes de dévastation, c'est une arme qui, du moment qu'on prend pour acquis qu'elle est utilisée, qu'elle se peut, puis qu'elle soit assez robuste, c'est clair et net qu'elle va faire son travail. Puis on peut imaginer stratégiquement la valeur ou l'intérêt de cette arme-là. Mais là, si on arrive dans l'escrime, ça fait drôle à dire pour une arme aussi brutale, mais ça reste que c'est pas toutes les armes qu'on maniait dans le contexte de maniement d'armes qui étaient très raffinées. Non, une hache à deux mains, c'est assez pas cute non plus. Mais ça reste que rien n'atteint le paroxysme qu'est l'épée tronçonneuse, la nouvelle reine des champs de bataille. Là. Mais, parce que c'est intéressant, parce que deux lames qui se rencontrent, ça a déjà des mécaniques intéressantes qui sont loin d'être bien représentées dans les films, dans les médias ou dans l'imaginaire populaire. Mais là, si on parle de deux armes tronçonneuses, ou même une arme tronçonneuse qui rencontre une épée conventionnelle, etc., ça va avoir une interaction. Parce que l'épée tronçonneuse, c'est pas juste un bout de métal tranchant, dangereux, qui rencontre quelque chose d'autre. C'est aussi un élément qui est dynamique. Tu as une lame motorisée qui bouge, qui a une force visiblement assez grosse, avec des dents assez tranchantes pour rompre l'armure du matériel, donc potentiellement des épées aussi. Oui. Ou en tout cas, à tout le moins d'arriver assez vite qu'elle peut déplacer. De quoi ça aurait de l'air se battre à l'épée tronçonneuse contre une autre arme? Là, on rentre dans l'idée comme dans un duel, ou du moins dans un combat plus organisé que juste je tombe sur le premier gars devant moi dans une tranchée puis je fais un exemple de lui. Là. Ce qui influencerait d'ailleurs pour le design, encore une fois, le design de l'arme entre une arme tronçonneuse de base militaire standard et une tronçonneuse de duel, pour qu'il y aurait une variation dans un changement dans la manière dont l'arme est raffinée, on va dire. Là. Ben, on peut imaginer un peu le même processus que dans des armes comme on a eu aujourd'hui, avec une métallurgie supérieure qui est clairement sous-entendue dans l'existence d'une épée tronçonneuse. On peut imaginer au champ au moins un protecteur de main comme sur un sabre, voire une basket hilt. On peut imaginer dans Warhammer souvent les factions plus civilisées, si c'est un terme qu'on peut utiliser comme genre dans l'Imperium, généralement le revers est fermé pour protéger l'utilisateur, alors que les cultistes, les forces du chaos, ou sinon les fanatiques des sœurs batailles ont généralement retiré cette portion-là où elle n'est pas faite d'avoir une, puis la lame est tronçonneuse des deux côtés, ce qui peut être très dangereux pour l'utilisateur. Du coup, est-ce que ça ferait qu'une arme tronçonneuse est une arme à simple ou double tranchant? Est-ce que ça... Je veux dire, si on suit plus à l'idée sur papier, si elle a une backplate, elle est à simple tranchant, puis si elle n'a pas, elle est à double. Mais oui, est-ce que l'idée qu'on a d'un tranchant est aussi applicable sur... Je dirais que oui, dans le sens technique de base. Tu vas frapper dans la même logique. Ouais. Tu ne feras pas un coup de revers si tu n'as pas de quoi de létal de l'autre côté, à part ton but, c'est à la limite d'assommer avec le châssis de l'arme. Mais je pense que ce concept-là, justement, cette question-là, est fondamentalement quand même pertinente dans l'idée que justement ton arme est dynamique, ta chaîne bouge. Ouais. Donc oui, on pourrait débattre après ça sémantique, chaque dent a un tranchant ou a deux tranchants, donc c'est une arme, on s'en fout, mais dans la dynamique concrète.
C'est sûr qu'on n'est pas dans une dynamique d'arme à 1 ou à 2 tranchants, c'est même plus important parce qu'en fait, l'idée n'est même pas la force avec laquelle on donne le coup, c'est est-ce qu'on veut C'est la précision avec laquelle on frappe. C'est ça. Puis est-ce qu'on se rend à cible avant qu'elle soit gérée? Et encore là, tu peux jouer une stratégie dans le moment de frapper d'une certaine manière que la parade de l'adversaire va t'ouvrir une opportunité. Parce que par exemple, tu pourrais dire du moment que ça mord dans les dents de mon épée. Il suffit de redonner un coup de rêve, ça peut. C'est ça, tu réactives la chaîne si elle ne l'était pas à ce moment-là. Puis là, tu coinces un tranchant ou une hampe d'arme entre les dents. Puis justement, tu peux dire. Tu sais, moi, j'imaginerais bien dans un contexte que j'étais assis à la limite une épée militaire juste faite pour faire de la job crasse dans des tranchées, puis tout ça. Pourrait ne pas avoir ça, mais une épée de duel, parce qu'on veut un peu plus de. On a le temps d'analyser puis de jouer avec son adversaire. Donc on va changer la rotation, le sens de rotation de la tranche. C'est ça, tu veux dire, elle va dans le sens ou dans le contresens des aiguilles d'une montre, puis on peut donc jouer que l'adversaire nous frappe, puis à la limite on a une garde complexe, fait qu'on on va alimenter la chaîne dans un sens qu'on va venir coincer la lame de l'adversaire contre notre garde, puis on pourrait même avoir une forme de on brise lame dans le bas de la lame qui pourrait dire que ça vient coincer puis ça vient casser là. Fait que là l'adversaire nous frappe, on part, puis en fait ce qu'on vient faire c'est jouer avec sa lame pour la briser ou la coincer dans notre épée, ce qui fait qu'on peut la saisir, frapper ailleurs, ou si on a aucun d'autre chemin de lutte, on va dire, dans un contexte de duel, oui. Ou inversement, l'adversaire va vraiment lancer un coup vraiment exagéré, il frappe à outrance parce qu'il est désespéré ou incompétent, puis il met tout son corps en arrière. Puis là, on pourrait jouer avec un peu comme on imagine certaines techniques de sabre où ce que la pointe va être vers le bas, le manche au-dessus de la tête, etc. Puis là, on pourrait dire on accélère la rotation, puis on se met dans un angle en faisant un pas vers l'avant. Puis on va, par exemple, activer pour que la lame morde, puis qu'on l'accélère, puis que la personne finit de déséquilibrer, puis tombe. Puis pendant ce temps-là, on refait nous-mêmes un mouvement de revers en dessous de son arme pour la suivre. Alors qu'elle, elle est tirée vers le bas, nous, on remonte la nôtre vers le haut, puis là, on vient la faire. Travers. C'est ça, puis on vient la faire rentrer en contact avec l'adversaire qui chancelle, / trébuche vers nous, puis on le touche. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de subtilité à voir sur comment, puis est-ce que le moteur est assez fort pour dire qu'on peut vraiment tirer quelque chose au-delà, que ce soit juste assez vite. Parce que tu prends de la vitesse. C'est-à-dire, un peu comme du HP dans une voiture, ton moteur peut aller très vite. Parce que ta vitesse va faire qu'elle va tourner vite puis qu'elle va muncher au travers d'une armure puis de la chair. Mais ça veut dire qu'elle aurait le torque, justement, la force brute de dire quelque chose coince d'un dent, puis ça tire tellement fort que ça l'arrache. Parce que là, on ouvre la porte à beaucoup de trucs particulièrement raffinés, en fait, en termes de technique, malgré l'apparence de ça ferait un art martial très. Oui, en fait, comme tu l'as dit, c'est très raffiné malgré l'horreur qu'est cette arme-là. Puis très expéditif malgré tout, parce que ça serait, tu fais un coup, puis si, tu sais, un peu comme l'image que les katanas, on veut pas qu'il y ait trop de contact entre eux, mais c'est un peu pareil. 2 armes tronçonneuses, tu voudrais pas qu'il y ait trop de contact, parce que là, si les deux se mettent à tirer dans des sens bizarres, tirer sur le flanc de la chaîne, il y a plein de choses, d'interactions gênantes qui se passeraient. Fait que entre armes tronçonneuses, il faudrait vraiment que tu développes une escrime de parer avec le plat ou le châssis de revers de ton arme pour pas te faire mordre dans ton mécanisme. À moins, encore une fois, que tu as un système de tensionneur que dès que ça sent trop de tension, la lame rentre, se rétracte à l'intérieur. Dans ce cas-là, 2 lames tronçonneuses pourraient se croiser perpendiculairement, puis pas genre s'arracher. Les deux pourraient juste céder, puis ça glisse, puis ça ressort, ce qui fait qu'on aurait une escrime quasiment comme avec des épées en nylon, où ça se glisse l'une sur l'autre avant de ressortir, puis tout ça. Ce qui mènerait à des visuels très intéressants d'ailleurs. Oui, parce que tu aurais de quoi un instant d'étincelle avant que tout se referme. Ou inversement, tu as une arme tronçonneuse qui n'a pas de système de rétractation mécanique comme ça. Fait que là, il faut parer avec le plat de l'épée ou le revers contre une arme tronçonneuse. Mais inversement, tu vas vouloir accueillir toutes les armes qui ne sont pas des épées tronçonneuses, à part c'est des armes plus fortes comme genre tout ce qui est sabre laser des différents univers, sur l'épée énergétique de Warhammer ou autre équivalent. Toute forme d'arme qui implique une forme quelconque d'énergie. Oui, c'est ça, qui va disloquer la matière dans son chemin indépendamment de sa disloquer, l'atomiser, tout dépendant du vocabulaire utilisé dans l'univers de science-fiction donné. Oui, c'est ça, dans son techno-babble respectif. Mais c'est ça, on a l'idée que l'arme tronçonneuse pourrait donc s'éviter elle-même, donc avoir une escrime un peu plus comme le katana qui veut éviter de se croiser et de s'endommager entre elles, mais que contre d'autres armes, tu pourrais vouloir aller chercher avec la chaîne pour aller créer, surtout si c'est une arme qu'on suppose qu'elle a, pour utiliser le bon terme en français, le torque requis pour justement. La traction je n'irai pas prétendre quoi que ce soit, je connais. J'essaie de trouver le mot en français, mais ça. Ce sera pour une autre chronique. Ou pas, on va l'oublier. Mais c'est ça, puis de dire c'est assez fort pour arracher l'arme. Parce que là, on peut commencer à jouer du désarmement, je viens coincer l'épée à un endroit que je le veux. Fait que non seulement, au lieu de dire je dois parer à tel endroit spécifique pour faire une saisie, encore là, tu ne veux pas saisir une arme tronçonneuse qui n'a pas un châssis un des deux côtés. En effet. Mais de dire je viens coincer, en tout cas n'importe quelle arme, à un endroit particulier où j'amplifie ton déséquilibre pour te projeter au sol, etc., ou te désarmer directement. Fait qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui pourraient être intéressants.
Et inversement, avoir une dynamique complètement opposée s'il n'y a pas de système avec un tensionneur qui fait que la lame se rétracte et se protège si elles combattent entre elles. Fait que quelqu'un qui aurait utilisé la tronçonneuse dans un contexte de duel, là, ce qui serait intense, c'est que tu devrais développer des méthodes de combat qui pourraient potentiellement varier énormément contre quelle arme tu te bats. Et tout dépendant aussi, dans l'optique de quelle arme avec laquelle on se bat, ça dépend vraiment du format aussi de l'épée tronçonneuse, parce que tu ne battras pas de la même manière, au même titre que tu ne te bats pas de la même manière avec un sabre et une épée à deux mains. Si tu as une épée à deux mains tronçonneuse ou un sabre, les deux auront des variations d'art martial en lui-même, et puis ça sera le même principe dans l'optique. Si dans un échange, le coup se fait donner, tu pars, la lame vient se verrouiller dans ta garde, comme ce qu'on voit énormément, encore une fois dans Warhammer, parce que c'est pas mal qu'on le voit beaucoup. Très souvent, les personnages armés munis d'une arme tronçonneuse vont avoir une arme secondaire. Donc, ce qui ouvre le chemin aussi, comme dans certains duels aussi, je pense qu'il y avait le sabre et le pistolet ou des trucs comme ça. Ça ouvre d'autres dimensions à cette espèce d'échange-là, dans l'optique d'essayer d'aller chercher le contrôle de l'arme pour dégager le chemin pour l'arme secondaire, du coup. Oui, parce qu'on pourrait se dire dans une genre comme Warhammer, j'ai un pistolet laser puis une épée tronçonneuse ou un pistolet à balle ou n'importe quoi. Pourquoi j'ai pas juste abattu mon adversaire équipé d'une épée? La réponse à ça peut être, dans cet univers-là, les armures sont tellement performantes que la seule manière, au même titre qu'avec une épée au Moyen-Âge contre un chevalier en armure, c'est d'aller mettre le canon dans une faille ou... C'est de tirer un endroit très spécifique qui va être dur à plus que 3 mètres, mais si tout à coup, le gars en armure me fonce dessus avec une épée, qu'elle soit tronçonneuse ou pas, puis que je suis pas capable de le descendre, la meilleure occasion que j'ai, c'est de réussir à le geler sur place. Et si là, avec mon arme tronçonneuse, je suis capable d'aller coincer son arme, au pire de le déséquilibrer, ce qui me donne le temps de dire bon, mais maintenant, t'es collé sur moi, t'es à bout portant, puis là, je peux le tirer dans l'endroit précis. Ben, ça peut être pertinent parce que c'est bien mignon de dire on va former des snipers super efficaces pour tirer dans la lentille d'une visière ou etc. Ce qui arrive si souvent dans Warhammer. Ça arrive beaucoup trop souvent, mais ça, c'est souvent le fait que les auteurs connaissent pas la complexité de ces choses-là ou supposent que c'est tellement hot l'entraînement que, genre, à cette époque-là, on est capable de faire ça, puis tout est globalement, légitime. Tout est légitime, rendu là, on parle d'épée tronçonneuse à nouveau. Mais c'est ça, donc c'est intéressant l'idée de dire qu'on peut se retrouver dans cette situation-là. Tu sais, ça reste qu'avant que les armes commencent à avoir des modes automatiques, tout ça, les épées ont cohabité sur des champs de bataille avec des pistolets, des beaucoup de baïonnettes avaient le format d'épée courte aussi, pendant assez longtemps. Parce que justement, ces situations-là existaient. C'est sûr que plus les armes se sont mis à pouvoir répéter l'action d'appuyer sur une détente et d'envoyer la mort par en avant, moins les armes de mêlée sont devenues pertinentes. Aujourd'hui, tu n'entendras pas parler souvent d'un combat à baïonnette entre des soldats modernes ou un soldat moderne puis un insurgé ou un rebelle ou un terroriste ou etc. Même si théoriquement, je t'arrête 2 secondes, même le fusil le plus moderne que les États-Unis développent, c'est toujours dans les demandes d'avoir un baïonnette log monté dessus. Mais ça reste que ça peut être pertinent. Tout ce qui est combat de pièce en pièce peut dégénérer rapidement. Ça prend un instant de surprise pour que tu ne peux plus jamais ramener ton canon sur l'adversaire parce qu'il a été dévié, saisi ou autre. Moi, je ne sais pas si c'est encore vrai ou si c'était vraiment vrai, mais quand j'étais dans les Calais, on avait des soldats du 22e régiment qui étaient comme aviseurs pour notre corps de Calais. Puis ce que le soldat expliquait, c'est que l'arme de mêlée la plus populaire dans sa section, c'était le tomahawk. Avec raison, en même temps c'est assez compact, puis c'est une arme qui se sort rapidement et qui, étant une hache, a beaucoup d'impact. Et qui peut être un outil. Oui, tu sais, en fait, ça répond à tous les mêmes critères que pourquoi l'épée tronçonneuse, si du moment on accepte qu'elle existe puis qu'elle puisse servir. Ça devient une arme multifonction, en fait, tout simplement, ouais. Fait que c'est ça. Je pense qu'en termes de duel, il y aurait beaucoup à faire. Il y aurait beaucoup d'éléments fondamentaux qui seraient les mêmes, tout ce qui est feinte, tout ça, mais tout d'un coup, tu peux faire un battement pour tasser l'arme et l'amplifier avec ton système mécanique. Carrément mener à des désarmements. Oui, parce que tu pourrais forcer le poignet à ouvrir dans un sens avec l'impact que tu as envoyé et ensuite le tordre dans un autre sens à cause de la chaîne. Puis là, je veux dire, si la personne elle a une poignée ouverte, pas si mal, ça va lâcher, mais ça ne l'a pas, ça se peut qu'elle se torde un poignet ou que ça se le casse, ce qui peut être quand même gênant et catastrophique. Fait que c'est ça. Mais moi, je pense que dans tous les cas, on s'entend que c'est du fantasme, puis notre podcast est là pour s'amuser à parler de thèmes et de narratifs, tout ça. Mais je pense qu'il y a pire. Tu sais, malgré tout, à quel point on peut dire que c'est stupide et ridicule comme arme, je pense que j'aurais plus de facilité à critiquer l'existence d'un sabre laser que de l'épée tronçonneuse. Puis que le sabre laser, ou ce qui va être juste, je suis juste une épée qui cheat parce que j'ai pas besoin d'avoir de la technique pour traverser une armure parce que je peux couper au travers la plupart du temps. Bon, je sais que dans Star Wars, il y a plein de subtilités à ça. Puis qu'on pourrait retrouver des techniques de full plate contre s'il y avait des armures en Beskar contre des sabres laser et tout ça. Mais faire du Milan avec un sabre laser, c'est un petit peu plus complexe. Mais sauf que, ultimement, pour moi, c'est comme l'arme qui justifie qu'une épée fonctionne puis qui cheat. C'est un fait qu'on a été capable d'en parler pendant quoi? À peu près 20-25 minutes. L'épée tronçonneuse justifie son existence notamment. Ouais, mais on est assez des gros geeks intenses qu'on peut sûrement faire ça même avec des armes qui nous intéressent moins. Genre. Dans mon cas, le sabre laser. Mais, c'est pas faux. Mais je pense quand même que cette épée-là a plus de subtilité puis a plus de potentiel narratif que juste d'être grosse tronçonneuse qui se peut pas.
Mais bien entendu, tout ça prenait beaucoup de scie. Fait que, comme le dit l'expression, avec des scies, on met Paris en bouteille. Ben, ça prend Paris, puis prend New York, puis probablement bien d'autres métropoles en bouteille pour faire que l'épée tronçonneuse soit un concept qui fonctionne. Ou la version gauloise, avec des scies, on mettrait une vitesse en renfort. Mais c'est littéralement la même chose qu'on mettrait Paris en bouteille, mais en version gauloise. Donc ça, je pense que c'est une Astérix d'ailleurs. J'ai jamais entendu celle-là, mais. Je pense que c'est un gag d'Astérix. J'aimerais dire que je me coucherai moins niaiseux ce soir, mais je vais être aussi niaiseux, mais plus éduqué. Donc, je sais pas si on a d'autres choses qu'on veut jaser, mais je pense que ça nous permettait d'avoir un peu notre podcast rigolo sur l'épée tronçonneuse. Donc, il nous manque juste de démarrer les cours. Là. J'avais déjà trouvé une image qu'un fan de Warhammer 40 000 avait faite, que c'était deux jeunes à l'école impériale qui apprenaient le combat à l'épée tronçonneuse, qui étaient dans des postures justement en MHA, genre garde du fou, puis tout ça, puis c'était quand même très cool de voir ces postures-là. Comment, ce style d'illustration-là appliqué à l'univers de Warhammer sont toujours plaisantes à voir. Quelqu'un avait fait aussi un manuel avec les postures de combat et les techniques, mais avec des images de gardes impériaux et des épées tronçonneuses, mais sur les techniques. J'ai la même chose avec les chevaliers impériaux. Une joute de chevaliers impériaux, ça. Oui, ça a l'esthétique pour. Bref, fait que, je vous remercie de nous avoir suivis dans nos élucubrations d'épées tronçonneuses. Ça ne sera pas ce qui va vous servir le plus dans le combat, mais si vous aimez ce genre d'univers-là, ben vous partez avec plus d'outils pour votre imagination ou vos games de jeux de rôle, ou etc. Fait que, on se revoit pour notre prochaine nuit.